So Elvis obviously knew that he must have liked that picture because it's right there where he would have walked past it every night. Every night. And upstairs. there's home movie footage of Priscilla coming down the stairs and posing next to it. And it's right there. Beneath Elvis Presley, le roi du rock and roll, a laissé une empreinte indélébile sur la musique et la philanthropie avant sa disparition tragique. Tout au long de sa vie, il s'est entouré d'un cercle restreint d'amis de confiance, protégeant farouchement sa vie privée. Aujourd'hui, plus de 40 ans après sa mort, son garde du corps de 81 ans a enfin révélé la vérité sur des secrets longtemps tenus secrets. Cette révélation explosive pourrait-elle ajouter un nouveau chapitre à la légende grandissante d'Elvis? Découvrez-le dans cette vidéo. À 81 ans, le garde du corps d'Elvis Presley confirme enfin les rumeurs. Sonny West, de son vrai nom West Delbert Brian West Jr., était le garde du corps, l'ami proche et le confident d'Elvis Presley. Il a travaillé pour Elvis pendant 6 ans aux côtés de son cousin Red West. Sonny faisait partie du cercle intime d'Elvis, aussi connu sous le nom de Memphis Mafia, et était un membre régulier du groupe qui fréquentait la maison d'Elvis à Grayson. Elvis m'agaçait parfois, vraiment, mais la plupart du temps, il me faisait rire. Pourtant, malgré tout, une chose n'a jamais changé, la musique. Quoi qu'il arrive, elle était toujours là, et quand je pense à lui, et je pense à lui tous les jours, ce qui me frappe toujours par-dessus tout, c'est sa gentillesse. Pendant des années, on s'est demandé si ces histoires étaient vraies. Les rumeurs silencieuses selon lesquelles Elvis pourrait être plus qu'une star, plus qu'un homme de scène ou de cinéma. On se demandait s'il avait vraiment un cœur tendre, si la générosité murmurée en privé était réelle. Aujourd'hui, à 81 ans, je peux enfin dire que oui, les rumeurs étaient infondées, et il y a une histoire pour le prouver, une histoire que j'ai portée toute ma vie. C'est une histoire qui me touche encore profondément, même aujourd'hui, de celles qui ne s'effacent jamais, comme ces vieilles histoires de famille sur un acte d'héroïsme discret, ou un instant qui change tout. Pour moi, ce moment est venu de voir Elvis révéler pour la première fois une facette de lui-même que personne d'autre n'avait jamais vue. Tout a commencé un matin tranquille lorsque le Commercial Appeal, le Journal de Memphis, a publié l'histoire d'une femme, une petite femme, née sans jambes à partir des hanches. Malgré ses difficultés, elle avait eu des enfants. Elle les avait élevés et avait même contribué à élever ses petits-enfants. Elle se déplaçait sur une planche de bois sur laquelle étaient cloués des patins. Pour se déplacer, elle utilisait une paire de cannes à manches de cuir, semblables à des bâtons de ski, se hissant au sol. Cette image, sa force et sa détermination, nous sont restées gravées dans la mémoire. Marty Laser, toujours attentif à l'essentiel, trouva l'article et le rapporta à la maison. La matinée était calme. Seul Elvis et quelques-uns d'entre nous étaient assis à la table de la salle à manger, suivant le rythme habituel d'une journée. Marty lui passa le journal de l'autre côté de la table et lui dit « Lis-le quand tu pourras ». Elvis hocha la tête, termina de manger et finit par le ramasser. La pièce se tut tandis qu'il lisait. Pas un bruit. Il ne dit pas un mot. Mais lorsqu'il leva les yeux, il n'y eut aucune hésitation dans sa voix. Juste calme. Certitude absolue. Découvrez où il habite. Marty a décroché le téléphone. Il a contacté le journal et a agi. Elvis a réagi sans délai et a acheté le fauteuil roulant électrique le plus cher du marché. Il n'y a eu aucun échange, aucune discussion nécessaire. Il savait exactement quoi faire. Un petit groupe d'entre nous l'a accompagné. Priscilla, Marty, Alan, Richard, Billy et moi. Nous avons chargé le fauteuil roulant dans le coffre et nous sommes dirigés vers sa maison. À notre arrivée, nous l'avons conduit prudemment jusqu'à la porte d'entrée. Nous avons été accueillis par son mari, un ancien cheminot. Il l'appela et nous l'entendîmes bientôt traverser la maison. Elle était impeccable. La moquette était d'un blanc éclatant et le sol en linoléum de la cuisine brillait comme du verre. Chaque recoin exprimait la fierté. Puis elle apparut et lorsque son regard se posa sur le fauteuil roulant, elle halta. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, et les larmes jaillirent aussitôt. Il n'avait pas besoin de demander. Il savait, il comprenait. C'était pour elle. Ses larmes coulaient, et les nôtres ne restaient pas. Ensemble, doucement, nous la soulevâmes, Elvis d'un côté, moi de l'autre, et la plaçâmes dans le fauteuil. Il toucha les accoudoirs, les commandes, le tissu. Ses mains se déplacèrent lentement, avec révérence. Puis, dans le silence de la pièce, une chose sacrée passa entre nous. Ce fauteuil m'était inconnu, mais il signifiait tout. Il ne s'agissait pas seulement de mouvement.
C'était une question de dignité. Cela offrait la liberté. Cela offrait de l'espoir. Il n'y a pas eu de grande annonce, pas de la part de la maison de disques d'Elvis Presley. C'est une vérité toute simple. La chaise lui appartenait, et elle venait de quelqu'un qui se souciait d'elle. Ses larmes ne cessaient de couler, et les nôtres non plus. C'était bouleversant. La pureté de l'instant, le poids de ce qu'il signifiait. Il fallait qu'on y aille. C'était trop pour les mots. Dehors, Allen nous a dit tout bas ce que nous pensions tous. Elle ne savait peut-être même pas qui il était, mais peu importait, car elle n'avait pas besoin de connaître Elvis Presley, la star. Elle avait juste besoin de savoir ceci. Quelqu'un l'avait vu. Quelqu'un s'en est soucié. Et quelqu'un a discrètement changé leur vie. Sans caméra. Personne. Et maintenant, toutes ces années plus tard, je le dis enfin à voix haute. Oui, les rumeurs étaient vraies. Elvis était plus qu'une légende. C'était un homme qui donnait sans rien demander en retour. Et je l'ai constaté de mes propres yeux. Après que le garde du corps d'Elvis Presley a révélé sa générosité, explorons plus en détail son héritage philanthropique. La générosité d'Elvis Presley change des vies grâce aux dons. Nombreux sont ceux qui lui sont profondément reconnaissants. Cependant, rares sont ceux qui mesurent de l'ampleur de sa générosité tout au long de sa vie. Ses dons caritatifs se sont élevés à des milliers de dollars, bénéficiant à des œuvres caritatives, des organisations à but non lucratif et des personnes dans le besoin. Dès le début de sa carrière, la générosité est devenue un engagement constant qui a marqué son héritage. Par exemple, Elvis a acheté l'USS Pete Toas et en a fait don à l'hôpital pour enfants juifs St. de Memphis, où il a ensuite été vendu dans le cadre d'une collecte de fonds destinée à soutenir la mission de l'hôpital. Dès les premières années de sa carrière, Elvis était connu pour sa générosité. Il fit don de jouets à une campagne de charité en faveur des enfants et versa 1,5 $ au lycée Humes pour que les 400 élèves puissent assister au match annuel de football pour les aveugles en mémoire d'Elvis. En 1959, lors d'un séjour en Allemagne, il fit également un geste sincère en donnant son sang à la Croix-Rouge allemande à la caserne de Bordturm à Friedberg. Elvis n'a jamais perdu contact avec ses racines et a toujours soutenu sa ville natale. En 1956 et 1957, il est retourné à Tupelo, dans le Mississippi, pour donner des concerts caritatifs et collecter des fonds pour un centre de jeunesse et un parc. Il a également soutenu les communautés lors de catastrophes, notamment après la tornade dévastatrice qui a frappé Macomb, dans le Mississippi, en janvier 1975. Elvis organisa et se produisit lors d'un concert caritatif en mai de la même année. Lors de cet événement mémorable, il remit un chèque de plus de 100 $, au gouverneur du Mississippi, Bill Waller, pour contribuer au redressement de la ville. L'amour d'Elvis pour les autres se répandit encore plus à travers le pays. En 1961, il organisa un concert caritatif pour récolter des fonds en faveur du mémorial de l'USS Arizona à Pearl Harbor, récoltant plus de 65 $, pour cette cause. En 1973, sa générosité transparut à nouveau lorsqu'il reversa l'intégralité des recettes de son concert satellite historique Aloha from Hawaii au Coyley Cancer Fund, contribuant ainsi à la sensibilisation et au soutien financier de la recherche contre le cancer. Quel événement a bien pu inciter le garde du corps d'Elvis Presley à s'exprimer après toutes ces années? Restez connectés pour le savoir. L'histoire méconnue du licenciement des gardes du corps d'Elvis. En juillet 1976, Red et Sonny West, ainsi que Dave Hebler, furent renvoyés de leurs fonctions de garde du corps d'Elvis Presley par son père, Vernon Presley. Red connaissait Elvis depuis le lycée et leur amitié s'était renforcée au fil des ans. En 1955, il rejoint le cercle intime d'Elvis, assumant les fonctions de chauffeur et de garde du corps. Sonny, le cousin de Red, rencontre Elvis début 1958 et commence à travailler pour lui en 1960, après le retour d'Elvis sur la scène publique après 2 ans de service dans l'armée américaine. Hebler rencontre Elvis pour la première fois en 1972 et est ensuite embauché pour assurer sa sécurité. La raison de leur licenciement reste sujette à débat, chacun invoquant des raisons différentes. Selon Elvis et son père, cette décision visait à réduire les coûts et les salaires, mais d'autres, notamment des proches d'Elvis, pensaient que la véritable raison était plus profonde. Red, Sonny et Hebler étaient parmi les rares à oser confronter Elvis à propos de sa dépendance croissante aux substances illicites. Une autre explication s'appuyait sur ses méthodes de sécurité.
qui causait parfois des blessures aux fans, ce qui entraînait des poursuites judiciaires contre Elvis, un risque qu'il ne pouvait plus se permettre. Elvis avait l'habitude de laisser partir des membres de son entourage pour les réembaucher plus tard, une fois les esprits apaisés. Red, Sonny et Hebler, ainsi que d'autres amis, pensaient que cela risquait de se reproduire, mais avant que la situation ne soit résolue, les trois hommes avaient déjà commencé à travailler sur un livre révélateur. Il était également de notoriété publique que Vernon Presley détestait la plupart des hommes de l'entourage proche de son fils. Nombreux étaient ceux qui, dans l'entourage d'Elvis, pensaient que Vernon aurait tout fait pour empêcher Elvis de les réembaucher. Après leur licenciement, les trois hommes décidèrent d'écrire un livre relatant leur histoire avec Elvis. Ils insistèrent sur le fait que leur objectif n'était ni la vengeance ni l'argent. Selon eux, le livre visait à intervenir et à aider Elvis à affronter la réalité de son mode de vie autodestructeur avant qu'il ne soit trop tard. Ils se tournèrent vers Steve Dunleavy, chroniqueur People du National Star devenu plus tard correspondant d'actualité, pour les aider à écrire et à publier le livre. Lorsqu'Elvis apprit l'existence du projet, il fut furieux. Il espérait que les trois hommes reconsidéreraient leur décision ou que leur manager, le colonel Tom Parker, trouverait un moyen d'en empêcher la publication. Le livre offrait un aperçu des coulisses de la vie privée d'Elvis à travers les yeux de Red, Sonny et Hebler. Il relatait des moments de sa vie intime, ses addictions, sa carrière musicale et ses relations personnelles avec les trois hommes. Afin de protéger leur identité, de nombreux noms figurant dans le livre ont été modifiés, ce qui a conduit certains lecteurs à s'interroger sur la réalité des événements et des personnes décrites. Pourtant, l'écrivain Alan Hansen a noté plus tard qu'après la mort d'Elvis due à des problèmes de toxicomanie, le livre « Elvis, que s'est-il passé ?» a immédiatement gagné en crédibilité. Son titre faisait écho à la question que tout le monde se posait à l'époque. Au cours des années suivantes, à mesure que d'anciens associés d'Elvis se manifestaient, certaines des affirmations du livre furent confirmées, mais pas toutes. Jerry Schelling, l'un des amis les plus proches d'Elvis, commenta le livre en ces termes. La maison d'Elvis est son seul lieu privé, et ce qui s'y passe doit rester privé. Qui est Elvis Presley, l'homme derrière sa célébrité? Au-delà des révélations de son garde du corps, lisez la suite pour le découvrir. L'ascension d'Elvis Presley, de ses humbles débuts à sa renommée mondiale. Elvis Presley est né dans une petite maison de Tupelo, dans le Mississippi, pendant la Grande Dépression. Ses parents, Vernon et Gladys Presley, connaissaient des difficultés financières, mais étaient profondément religieux et allaient régulièrement à l'église. C'est dans cette église qu'Elvis fut initié au gospel, qui allait plus tard façonner son style musical. Malgré le peu de moyens de sa famille, la musique occupa toujours une place importante dans leur vie. À 11 ans, Elvis reçut sa première guitare, ce qui déclencha son amour pour la musique. Il n'a reçu aucune éducation formelle, mais il a participé à des concours de talents locaux, démontrant ainsi son talent naissant. À 13 ans, sa famille a déménagé à Memphis, dans le Tennessee, en quête de meilleures perspectives. Elvis a fréquenté le lycée Humes et était connu pour être un musicien timide mais talentueux. Il emportait sa guitare à l'école et jouait pour ses camarades pendant les pauses déjeuner, suscitant l'admiration pour son talent. Memphis était une ville vibrante de musique afro-américaine, notamment de blues, de gospel et de rhythm and blues. Elvis fréquentait les magasins de musique et assistait à des concerts qui ont influencé son style unique. En 1954, Elvis enregistre That's All Right au Sun Studio, une séance qu'il finance lui-même. Ce titre devient son premier single. Et Sam Phillips, propriétaire de Sun Records, perçoit rapidement le potentiel du mélange unique de styles musicaux d'Elvis, qui séduit aussi bien un public blanc que noir. À mesure que sa carrière décolle, Elvis devient une sensation, connu pour sa présence scénique électrisante et son image rebelle. Ses tubes comme Heartbreak Hotel, Hound Dog et Don't Be Cruel ont ancré sa place dans l'histoire de la musique. Sa popularité grandit et il devint une figure emblématique du mouvement rock and roll. Ses performances scéniques audacieuses et parfois controversées lui valurent le surnom de Elvis the Pelvis, ce qui ne fit qu'accroître sa popularité. En 1968, Elvis revient sur scène avec le 68 Comeback Special, qui marque un tournant dans sa carrière. Ce spectacle, composé de prestations intimistes, contribue à le repositionner comme un artiste musical sérieux après des années de cinéma. Ses performances deviennent plus épurées et reflètent ses racines,
contrastant avec les spectacles tape à l'œil de ses débuts. En 1973, le concert Aloha from Hawaii d'Elvis fut diffusé en direct par satellite à un public mondial, consolidant ainsi sa renommée internationale. Ce concert marqua une étape importante dans sa carrière, témoignant de sa portée internationale et de l'évolution de ses performances. Au fil du temps, ces concerts devinrent plus commerciaux, privilégiant le spectacle et les succès du public plutôt que la création de nouveaux morceaux. Malgré cela, son héritage de pionnier musical est resté inébranlable, inspirant des générations de fans par sa capacité à s'adapter aux tendances changeantes de l'industrie musicale tout en restant fidèle à ses racines. Cela lui a assuré une place durable dans l'histoire comme roi du rock and roll. Même après sa mort en 1977, son influence a continué de prospérer et sa musique est restée appréciée des fans du monde entier. Outre sa carrière, Elvis Presley a-t-il connu le véritable amour et l'a-t-il trouvé épanoui? Lisez la suite pour le découvrir. Le premier amour d'Elvis Presley. L'histoire touchante de Dixie Lockage et de ses débuts amoureux. Elvis Presley et Dixie Locke Emmons entretenaient une relation profondément spéciale et authentique, que beaucoup qualifieraient de pure. Leur amour grandissait avant qu'Elvis ne devienne le célèbre King of Rock and Roll. Au début, leur relation était simple, sincère et pleine d'espoir. Mais à mesure que la renommée d'Elvis grandissait, leur lien devint plus difficile à entretenir. Malgré les difficultés que présentait sa célébrité grandissante, leur amour joua un rôle important dans la jeunesse d'Elvis et continua de l'influencer à bien des égards. Ils se rencontrèrent en 1953 à la première église des Assemblées de Dieu de Memphis, dans le Tennessee, après qu'Elvis et sa famille eurent déménagé de Tupelo. Elvis avait appris que les Blackwood Brothers, un célèbre groupe de gospel du Sud, fréquentaient l'église. Il commença donc à y aller avec sa famille. Dixie n'avait que 15 ans et Elvis 19. Elle le remarqua et il s'intéressa à elle aussi, malgré sa timidité. Pour attirer son attention, Dixie organisa une sortie décontractée avec ses amis pour aller patiner, s'assurant qu'Elvis entende ses plans. Elvis était alors déjà un nom connu de tous, et Dixie, une belle fille du coin, fut attirée par lui. Sa renommée grandissante, son style unique et son charme le rendaient difficile à ignorer. Avec ses cheveux longs et son charme, Elvis fit rapidement forte impression, même à Dixie. Leur relation débuta en janvier 1954 et fut une complicité douce et naturelle. Ils passèrent du temps ensemble 3 ou 4 soirs par semaine, profitant de moments de calme loin des regards. Elvis assista au bal de promo de Dixie au lycée Southside le 6 mai 1955, et leur lien ne cessa de se renforcer. À mesure qu'ils se rapprochaient, ils se découvraient de plus en plus de points communs, et Elvis présenta Dixie à sa famille. Ses parents l'acceptèrent comme leur fille, espérant qu'un jour, elle et Elvis se marieraient. L'une des choses que Dixie admirait le plus chez Elvis était l'amour profond qu'il ressentait pour sa mère, qu'il considérait toujours comme la première dame de son cœur. Leur amour était simple et reposait sur des choses comme aller ensemble à l'église, ce qui procurait à Elvis réconfort et stabilité. Ils aimaient aussi danser lors des événements locaux. Son rêve était de mener une vie tranquille et privée, loin des pressions de la célébrité, mais lorsque la carrière d'Elvis a décollé, ce rêve s'est rapidement évanoui. Sa célébrité exigeait de lui plus de temps, et comme il était de plus en plus occupé, il en avait moins pour Dixie. Pourtant, son amour est resté un soutien important pour Elvis, et les encouragements de Dixie l'ont aidé à garder les pieds sur terre. Cela lui rappelait ses racines et les valeurs qui lui étaient chères. Cependant, à mesure que la carrière d'Elvis prenait de l'ampleur, leur relation commença à s'affaiblir. Il multipliait les tournées et sa base de fans s'élargissait. En tournée, il envoya des lettres d'amour à Dixie, mais elle remarqua des changements dans son comportement. Elvis changea d'apparence, se teignant les cheveux en noir et portant des vêtements plus voyants, ce qui le rendit encore plus populaire auprès des admiratrices. Son nouveau look ne fit qu'accroître son attrait. À cette époque, Elvis rencontra également d'autres femmes, comme June Carter et Wanda Jackson, qui manifestèrent de l'intérêt pour lui. Bien qu'il assura Dixie de son amour, ses actions furent différentes. Elvis commença à flirter avec d'autres femmes, allant même jusqu'à les embrasser en coulisses. L'attention de ces femmes semblait le captiver, ce qui l'empêchait de rester concentré sur Dixie. À mesure que sa célébrité grandissait, le fossé entre eux se creusait et leur relation devenait plus tendue. Malgré leur histoire commune, la célébrité croissante d'Elvis et les tentations qu'elle suscitait finirent par les séparer.
Dixie a mis fin à sa relation avec Elvis en bons termes, marquant la fin d'un chapitre important de leur vie commune. Malgré leur rupture, Dixie a admis n'avoir jamais cessé d'aimer Elvis. Elle a suivi sa carrière de loin et a affirmé qu'il occuperait toujours une place spéciale dans son cœur, son premier amour. Elle garde précieusement les souvenirs de leur vie commune. Elvis se remémorait souvent sa vie avec Dixie, évoquant une époque où la vie était plus simple. Leur histoire illustre à quel point un premier amour peut être précieux. Après leur rupture, Dixie épousa un autre homme et eut des enfants. Elvis épousa plus tard Priscilla Presley, avec qui il eut une fille. C'est avec Priscilla qu'Elvis trouva enfin l'amour, et il se maria malgré son succès et les histoires qui circulaient sur lui. Avait-il des difficultés cachées? Lesquelles étaient-elles? Et a-t-il pu les surmonter? Les difficultés d'Elvis Presley. Elvis Presley a dû faire face à plusieurs problèmes de santé dans les années précédant sa mort, et beaucoup ont lié sa santé déclinante à sa lutte contre la dépendance. Cependant, l'historienne et auteure Alena Hodel estime que l'histoire est plus complexe que l'explication communément admise. Hodel a expliqué qu'Elvis n'est pas mort d'une overdose de drogue, comme beaucoup le croient. Il est décédé d'une maladie cardiaque. Il a noté que des problèmes de santé similaires étaient présents dans la famille d'Elvis. Sa mère est décédée à l'âge de 46 ans après 4 ans de santé déclinante. Elvis avait également 3 oncles maternels qui sont morts de problèmes de foie et de cœur à l'âge de 46, 49 et 58 ans. Hodel a ajouté que les problèmes de santé et la mort prématurée d'Elvis faisaient partie d'un problème héréditaire plus vaste au sein de sa famille. Beaucoup pensent que les problèmes de santé d'Elvis étaient dus à son mode de vie, ce qui est en partie vrai, dit-il. Mais en réalité, une grande partie de sa mauvaise santé était indépendante de sa volonté. Les problèmes de santé d'Elvis n'étaient pas seulement une conséquence de sa célébrité. Hodel a noté qu'Elvis souffrait de problèmes de santé touchant 9 de ses 11 principaux systèmes organiques. Au moins 5 de ces problèmes existaient avant sa célébrité et étaient probablement d'origine génétique. Il a expliqué que ces maladies n'étaient pas causées par le stress lié à sa célébrité, ni par ses difficultés avec les médicaments sur ordonnance. En fait, il recourait souvent à l'automédication pour tenter de faire face à ses problèmes de santé persistants. À l'approche de sa dernière année, sa santé continuait de se détériorer. Hood racontait que durant sa dernière année, il passait beaucoup plus de temps dans sa chambre à Gray's End entre les tournées, car il ne se sentait pas bien. Au-delà de sa santé, l'absence d'Elvis sous les projecteurs durant ses 2 années de service militaire a eu un impact profond sur lui. Hodel a noté qu'Elvis était très inquiet pendant son service dans l'armée américaine, de 1958 à 1960. Il a été appelé au sommet de sa gloire et craignait que ses fans ne l'oublient pendant qu'il était au service de son pays, a déclaré Hodel. Heureusement, le retour d'Elvis sur le devant de la scène après son service militaire fut un triomphe. Lorsqu'il revint avec l'émission spéciale Frank Sinatra, il était plus populaire que jamais, note Hodel. Il enchaîna rapidement avec une série de films à succès. Malgré le succès rencontré après son retour, Elvis a décidé d'arrêter le cinéma pour revenir à sa première passion, la musique. Hodel explique qu'Elvis a toujours su qu'il était destiné à revenir sur scène. C'était une étape naturelle de sa carrière, et il adorait être Elvis Presley. Si sa vie professionnelle était florissante, Elvis a dû faire face à d'énormes difficultés personnelles en raison de la surveillance intense qui accompagnait sa célébrité. La pression de sa célébrité a affecté ses relations, notamment familiales et amoureuses. Son immense popularité l'empêchait de préserver sa vie privée, ce qui aggravait sa vie privée. Le poids de la célébrité, surtout à un si jeune âge, était épuisant pour Elvis. Hodel expliquait qu'il était extrêmement difficile de concilier vie publique et vie privée. Cette attention constante lui donnait un sentiment d'isolement et il souffrait souvent de solitude, se sentant déconnecté des autres. Selon Hodel, Elvis était constamment sous surveillance, ce qui lui donnait un sentiment d'incompréhension et d'isolement. La célébrité d'Elvis a également engendré des tensions dans ses relations amoureuses. L'insatiable curiosité du public pour sa vie privée a exercé une forte pression sur lui et ses proches. Au fil du temps, le stress et la surveillance d'Elvis ont engendré des tensions, et nombre de ses relations ont fini par s'effondrer. Les difficultés liées à la célébrité ont rendu difficile pour Elvis de faire confiance à son entourage. Il se demandait souvent si les gens de son entourage s'intéressaient vraiment à lui en tant que personne ou seulement à sa célébrité.
Ce manque de confiance l'empêchait de nouer des relations profondes et significatives, contribuant encore davantage à son sentiment d'isolement. Pour faire face aux pressions de la célébrité et à ses difficultés personnelles, Elvis s'appuyait sur un petit groupe d'amis de confiance, dont des membres de la mafia de Memphis et ses partenaires amoureux. Cependant, son besoin constant d'intimité et de protection contre le regard du public a créé des tensions supplémentaires, rendant encore plus difficile pour lui de maintenir une vie personnelle paisible et stable. La vie d'Elvis Presley est marquée par l'immense difficulté de vivre. Entre la pression de la célébrité et la nécessité d'entretenir ses relations personnelles, ces expériences illustrent la difficulté de concilier image publique et besoins personnels, et l'impact de la surveillance intense qui accompagne le fait d'être l'une des personnes les plus célèbres au monde sur tous les aspects de la vie. Ces difficultés auraient-elles pu être la cause de sa chute? Ou a-t-il trouvé le moyen de les surmonter? Restez connectés pour le savoir. Les derniers jours et l'héritage d'Elvis Presley. Elvis Presley est décédé tragiquement le 16 août 1977 d'une crise cardiaque. Selon le New York Times, les premiers résultats de l'autopsie ont indiqué que la cause du décès était une arythmie cardiaque, une affection qui provoque des battements cardiaques irréguliers et inefficaces. Le Dr. Jerry Francisco, médecin légiste du comté de Shelby qui a pratiqué l'autopsie, a passé 2 heures à examiner méticuleusement le corps d'Elvis. La cause de l'arythmie est restée incertaine, ce qui a suscité de nombreuses spéculations sur une possible overdose. Cette théorie a gagné en popularité après la découverte de 10 médicaments sur ordonnance différents dans l'organisme d'Elvis au moment de son décès. Cependant, en octobre, le New York Times a précisé que ces médicaments n'étaient pas la cause principale du décès d'Elvis. S'il est vrai que des médicaments sur ordonnance étaient présents dans son organisme, la cause officielle du décès a été attribuée à une maladie cardiaque hypertensive, qui incluait également une maladie coronarienne. Le rapport officiel du médecin. Francisco reflétait clairement ses conclusions. Le Dr. George Nicopolis, ami de longue date et médecin personnel d'Elvis, a déclaré au New York Times qu'il ne pensait pas qu'Elvis souffrait d'un grave problème de toxicomanie, même s'il reconnaissait qu'il avait consommé des drogues par inadvertance au fil du temps. Dans les années précédant sa mort, Elvis a dû faire face à de multiples problèmes de santé. Il a été hospitalisé 4 fois en 5 ans pour des problèmes liés à l'hypertension artérielle et à des complications liées à un côlon impacté. Il souffrait également d'un léger diabète et de problèmes hépatiques. Malgré le rapport du coroner, des rumeurs persistaient quant à l'implication de substances dans sa mort. Sa famille et ses amis proches parlaient ouvertement de son combat permanent contre les médicaments sur ordonnance. David E. Stanley, demi-frère et garde du corps d'Elvis, a livré un regard sincère sur la situation dans ses mémoires de 2016, My Brother Elvis, The Final Years. Stanley a admis que son travail ressemblait souvent davantage à du babysitting, exprimant sa frustration. Je me sentais davantage comme un aide-soignant dans une maison de retraite. Dans une interview accordée à People en 1989, Stanley a avoué ne pas comprendre pleinement ce qui se passait avec l'addiction d'Elvis et se sentir impuissant. J'avais la naïve conviction qu'Elvis pouvait tout faire, même vaincre une dépendance aux médicaments. Le jour de sa mort, Elvis fut retrouvé inconscient par sa fiancée, Ginger Holden, dans sa célèbre maison de Gray's End, à Memphis, dans le Tennessee. On l'avait découvert allongé sur le sol de la salle de bain de sa suite principale, un lieu qu'il considérait comme sacré et réservé à ses plus proches confidents. Gray's End, qui comptait 18 chambres et était estimé à $1 million, était devenu le sanctuaire d'Elvis pour échapper aux pressions de sa célébrité. C'était un refuge privé où il pouvait échapper aux projecteurs. Depuis son ouverture au public en 1982, Gray's End a attiré des millions de visiteurs. Cependant, le 2e étage du manoir reste fermé par respect pour la volonté de la famille et pour préserver son intimité. Le domaine est célèbre pour plusieurs caractéristiques uniques, comme le Jungle Room, devenu plus tard un studio d'enregistrement, et la cuisine où Elvis préparait ses fameux sandwichs au beurre de cacahuète et à la banane. Les visiteurs peuvent également explorer le jardin de méditation, un espace paisible où Elvis se repose aux côtés des autres membres de sa famille, consolidant ainsi sa place dans son héritage personnel et public. Que pensez-vous des révélations du garde du corps d'Elvis Presley? Pensez-vous qu'Elvis ait vécu une vie enrichissante?